Que souhaitent les Français pour 2026? Pour le savoir, Le Figaro a commandé une enquête d'opinion sur le sujet, réalisée par Odoxa Blackbone, et nous livre donc les préoccupations des Français avec, dans l'ordre, un meilleur pouvoir d'achat, davantage de sécurité et une diminution de l'immigration. Voici vos priorités, vos sujets de préoccupation qui seront au cœur du débat politique jusqu'à la présidentielle 2027. D'abord, il y aura Municipal. les municipales, bien sûr, c'est dans 3 mois à peu près. Bon, il y a des divergences selon les tendances. On va se pencher d'abord sur la première priorité qui arrive sur le podium. 43% des sondés estiment que leur priorité pour 2026, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'argent. Donc rappelons que le pouvoir d'achat, c'est le revenu net après l'inflation. Cette inflation qui nous a pénalisés depuis 2020, qui a énormément augmenté. Mais là, selon les chiffres de l'INSEE, ça va mieux. Est-ce que vous aussi, vous le constatez, Sarah Salman, Antonin André, que ça va mieux Ah non, pas du tout. en Non. 2025, J'avais pas apparemment, vu les que chiffres ça sont allait meilleurs. mieux. Après, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés. Il y a aussi la répartition des richesses. Je regardais, c'est des chiffres de 2023, mais qui peuvent s'illustrer encore aujourd'hui. Il y a 10% des personnes qui ont moins de 13 460 euros donc, par an, ce qui est quand même pas beaucoup, et 5% des personnes qui ont plus de 58 870. Donc il y a quand même des problèmes de répartition des richesses. Et je regardais des chiffres de 2025, 38% des Français sont à découvert au moins une fois par an. Ça, c'est assez parlant quand même. Quasiment 4 Français sur 10 sont à découvert ou payent en plusieurs fois. Je voyais aussi un Français sur 2 a déjà eu recours au paiement en plusieurs fois. Donc ça dépend quand c'est pour payer des choses de première nécessité ou si c'est pour payer le dernier iPhone. C'est pas exactement la même chose, mais ça dit quelque chose quand même. Mais c'est vrai que les achats plaisir sont peut-être minimisés et qu'on doit se concentrer aujourd'hui parce que les mutuelles, l'énergie, les carburants, eux, restent à des Oui, et niveaux puis assez c'est pas élevés. normal quand on gagne le SMIC et qu'on travaille 35 heures par semaine, vous travaillez que pour payer des factures. En réalité, vous travaillez pas pour profiter des loisirs, faire plaisir à vos proches. Vous payez des factures et vous survivez. Les freins incompressibles, c'est ça la Alors, il y a difficulté? les dépenses contraintes qui, effectivement, s'agrègent les unes aux autres. Il y a aussi plusieurs phénomènes. Il y a eu un phénomène d'inflation très fort, vous l'avez dit, jusqu'il y a 2 ans, en gros, puisqu'elle elle a été compensée en partie, mais les prix ont cessé d'augmenter, mais ils sont restés assez hauts. Donc, en réalité, ils n'ont pas décru. Donc, on a toujours ce ressenti d'inflation très forte qu'on a connu pendant 2 ou 3 années. À cela s'ajoute un décalage dans la population, parce que si vous prenez les retraités, par exemple, ils ont connu en janvier 2024 une hausse de leur pouvoir d'achat de près de 6% en rattrapage des désindexations et de l'inflation. Donc vous avez aussi ce déséquilibre entre une partie de la population qui est très préservée, qui sont les retraités, et c'est un paradoxe, et les jeunes qui, eux, souffrent davantage de ces hausses de prix. Enfin, j'ajoute que cette année, le pouvoir d'achat augmente très légèrement. En réalité, il est même reflué au 3e trimestre de 0,3%. Et là, c'est dû non pas à la hausse des prix, mais c'est dû à la hausse des taxes et des impôts. Parce que le budget contraint qu'on a eu l'année dernière, qui commence à vouloir réduire le déficit, se traduit par des hausses de fiscalité. Et c'est sans doute ce qui va se produire aussi l'année prochaine. C'est là où les Français touchent du doigt ce que c'est que la réduction des déficits. Comme on est incapable de réduire les dépenses, et ça rejoint ce que vous évoquez sur le débat budgétaire, on augmente les impôts et ça grève le pouvoir d'achat assez fortement des Français, d'où ce sentiment effectivement que même s'il y a des hausses de salaire, et il y en a, elles sont grignotées à la fois par des prix alimentaires qui restent assez élevés et une hausse des taxes et des impôts qui sont là pour réduire le déficit. Oui, c'est vrai que enfin en tout cas selon l'INSEE, les chiffres de l'INSEE expliquent que voilà, les salaires vont augmenter, vont rattraper cette inflation qui nous a pénalisé ces dernières années. Vous avez parlé de 2 choses, effectivement, il y a les impôts qui sont débattus dans le budget. Il faudrait peut-être que les Français regardent un petit peu ce dont parlent nos parlementaires dans les débats qui ont lieu en ce moment, et puis les taxes locales également, qui là vont être au cœur des municipales dans un second temps. Ces impôts qui sont débattus, il n'y a pas eu de courage pour espérer pouvoir avoir des diminutions. Et d'ailleurs, vous parliez des retraités, c'est ça qui avait fait chuter le précédent gouvernement. C'était la désindexation des retraites sur l'inflation, justement, qui donne ce pouvoir d'achat démesuré, j'exagère un peu, mais si vous voulez, on est une société qui investit sur les anciens, c'est-à-dire sur les retraités, en les préservant. Moi, je pense qu'il faut désindexer les retraites, en réalité, sur l'inflation, parce qu'aujourd'hui, leur rattrapage a été tel qu'ils sont privilégiés par rapport au reste de la société. On investit sur des générations finissantes au détriment de générations qui entrent dans le monde du travail, les jeunes actifs, qui, eux, payent plein pot l'indexation du régime des retraites, parce que ce sont eux qui financent à la fois les retraites et l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités. Donc, il y a un sujet
d'équité fiscale et même de déséquilibre fiscal. Parce qu'au bout d'un moment, avec le biais démographique que l'on a, c'est-à-dire une population active qui se réduit et une population de retraités qui augmente, eh bien, mécaniquement, cette population active ne pourra plus à la fois faire des enfants et parier sur l'avenir et subvenir aux besoins des anciens. Puis il y a le consentement à l'impôt, parce qu'on paye quand même beaucoup d'impôts. À la limite, pas de problème si les services publics fonctionnent et qu'on en voit la couleur. C'est que là, vous allez à l'hôpital, ça ne fonctionne pas. La justice, vous voulez une date d'audience, vous l'aurez fin 2026, et j'exagère à peine. Donc c'est que vous payez beaucoup d'impôts pour ceux qui en payent, pour un service public qui est quand même... Voilà. Les enfants placés dans les écoles privées également, parce que mais ça, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Les personnes qui ont les moyens s'en sortent toujours en réalité. Dessus. Mais vous parlez de problèmes démographiques, Antonin André, c'est aussi un problème électoral, parce que qui vote ? Les retraités qui nous écoutent à la radio, c'est souvent la partie de la population au-delà de 50 ans. Alors, qui aura le courage de se mettre à dos l'électorat majoritaire ? Vous avez raison, c'est un biais qui reste très important chez les politiques. On refuse de toucher aux retraités parce qu'on considère que c'est un magot électoral très important. Et en même temps, quand vous discutez avec des retraités qui sont... Bon, pas évidemment les plus modestes, qu'il faudra toujours préserver d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on peut aussi discriminer en fonction du montant de revenu de retraite. Mais quand vous parlez avec certains retraités qui ont un revenu confortable, ils comprennent parfaitement cette logique et eux-mêmes souscrivent à cette idée que c'est une aberration de sacrifier les populations qui représentent l'avenir à leur profit à eux. Certains retraités, en fait, font ce raisonnement-là, c'est-à-dire sont capables de regarder l'intérêt général dans son ensemble et de dire oui, c'est vrai qu'on a été beaucoup privilégié et qu'on soit mis à contribution dans un moment où il faut faire des sacrifices, je pense que c'est intelligible et que même des politiques pourraient être crédités d'avoir cette position de courage qui privilégie l'intérêt général et une meilleure répartition des efforts que ceux qui se réfugient derrière cette peur de perdre l'électorat des retraités. Bon, essayer de rééquilibrer un petit peu sur le bulletin de paix pour qu'il n'y ait plus trop de prélèvements en faveur des retraités. Il y a aussi des professions libérales qui sont quand même... beaucoup de charges, beaucoup. C'est vrai. Mais ça, c'est toujours, c'est pareil. C'est la France qui investit et la France qui, d'une certaine façon, parie sur l'avenir, qui est écrasée de charges. C'est vrai pour les petits entrepreneurs et les professions libérales qui voient certaines professions libérales sont imposées à 60%. Oui. C'est-à-dire, il y a un problème d'équité, mais il y a même un problème de déséquilibre des finances publiques. Ces gens-là, on ne va pas pouvoir les pousser à 70% d'imposition, vous comprenez ? Et puis, il faudrait peut-être aussi se pencher sur les mutuelles qui vont encore augmenter l'an prochain, qui, elles aussi... Moi, j'ai jamais eu de mutuelle. Vous voyez ? Non, je vous le dis honnêtement. Parce que profession libérale en tant qu'avocate après, je suis jeune, mais je fais un calcul. Je me dis, si jamais je suis malade, je paierai. Et finalement, ça me revient au même prix que de payer tous les mois. Ouais, après, les salariés sont obligés d'en avoir une proposée. Oui, vous avez raison. Vous n'avez pas de lunettes. J'ai été opérée de la myopie. Bon. J'ai payé plein pot. Mais vous n'avez peut-être pas d'affection chronique, etc. Non, j'ai pas. C'est pour ça que je me dis, moi, je peux le faire, tout le monde ne peut pas le faire. Derrière le sujet des mutuelles et donc du sujet de la santé, il y a un autre sujet qui se pose aussi du point de vue de l'évolution de l'économie et du déséquilibre démographique, c'est de questionner l'universalité du remboursement à 100% de la sécurité sociale et même de l'éducation. C'est-à-dire que ce modèle qui était viable en 1945 parce qu'on avait des générations nouvelles qui étaient... la pyramide des âges était très large à sa base et très étroite en son sommet. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc se poser la question d'une participation en fonction de ses revenus, y compris au régime de base de la sécurité sociale, que le remboursement ne soit pas intégral en fonction de vos revenus, même par une participation modeste, mais ça devrait être sur la table, parce que l'universalité des prestations sociales aujourd'hui, nous n'en avons plus les moyens, encore une fois, par déséquilibre d'une population active qui se réduit et d'une population inactive qui grandit. Mais on avait aussi considéré que c'était cette inégalité d'accès à la santé qui avait participé à provoquer la Seconde Guerre mondiale, qu'il y avait en fait entre les populations une telle différence que ça créait de la frustration, que ça créait de la rancœur. Il faut préserver les plus pauvres. Mais moi, par exemple, voilà, je suis une classe moyenne supérieure, eh bien, ça ne me choquerait pas. Souvent, j'ai 3 enfants, je les emmène à l'hôpital et je vois les soins dont ils bénéficient, et je m'en félicite, c'est vraiment des examens, de faire des radios, faire des analyses de sang, tout ça a un coût très élevé en réalité, et je ressors et je ne paye rien. Je vous avoue que parfois je suis même un peu surpris, et je me dis, en fait, compte tenu de mes revenus, peut-être que me demander une participation, je me dis ça aussi. Antonin André, ne serait pas indécent. Sarah Salman, vous restez avec nous. Les Français souhaitent plus d'argent pour l'an prochain. Ils souhaitent aussi plus de sécurité. C'est le deuxième apprentissage de cette enquête d'opinion. On en parle dans un instant.